Alors bonjour à tous. On va laisser encore un petit peu quelques minutes pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Moi j'en profite, je vais faire le petit mot d'introduction pour ce webinaire. Déjà merci à tous ceux qui sont inscrits, tous ceux qui ont réussi à être ici pour nous écouter. On va parler donc de la loi du 2 août 2021, qui était voilà une loi destinée au renforcement de la prévention de la santé au travail. Je suis accompagné aujourd'hui donc de Maître Pascal Garcia, donc qui est avocat auprès du cabinet Capstan, et de Nicoletta Simpean, qui est notre médecin coordinateur au sein du SLST. Ce qu'on vous propose, donc, c'est d'avoir une présentation de la part de Maître Garcia, accompagné du docteur Simpean, et dans un second temps, de faire un échange de questions-réponses. Donc voilà, on répondra plutôt aux questions en fin de webinaire pour laisser le flux et la présentation et proposer une présentation un peu plus fluide, mais à la fin, il y aura un temps consacré donc aux différentes questions que vous pourrez poser en cours de webinaire. J'espère que vous m'entendez tous bien. N'hésitez pas à me le signaler sur le module de discussion ou de questions-réponses. Et je vais laisser la parole à Maître Garcia pour sa présentation. Bien, messieurs, bonjour. Merci au CLST de m'avoir invité pour faire cette présentation d'une loi. Alors, c'est un peu normal qu'il y ait un juriste qui présente une loi, mais c'est une loi au titre de la santé au travail. Donc, il est également normal que je sois accompagné par le docteur Simpean, qui est médecin du travail, médecin coordinateur au niveau du SLST. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter en quelques minutes le contenu d'une loi relativement large qui est parue le 2 août 2021, qui s'appelle une loi pour renforcer la prévention en santé au travail et le suivi médical. Alors, en fait, c'est une nouvelle loi sur le suivi médical. Il faut savoir que des lois sur la santé au travail et le suivi médical, alors je suis désolé, mais j'ai un problème, je n'arrive pas à passer le support. Je pense que vous avez gardé la main sur le... Je suis désolé, ça fait partie des petits. Ah, ça y est, c'est bon, excusez-moi. C'est parfait. Veuillez m'excuser, c'est un petit problème technique habituel quand on commence un webinaire. Donc, c'est une nouvelle loi qui est rentrée en application le 1er avril, excusez-moi, 2022. Mais c'est une nouvelle loi. Pourquoi? Parce que vous le savez, déjà en 2017, nous avions une loi sur la réforme de la médecine du travail. Et puis tout ceci découle en fait d'accords nationaux interprofessionnels qui sont renouvelés tous les 5 ans. Donc il y a lieu d'imaginer qu'en 2027, on sera encore là pour vous présenter une nouvelle loi sur la modification du régime de la santé au travail. Alors, cette nouvelle loi sur la santé au travail, elle s'annonce avec un certain nombre d'objectifs. D'abord, c'est de renforcer la prévention des risques professionnels. Deuxièmement, de prévenir une nouvelle notion, la notion de désinsertion professionnelle. En d'autres termes, la loi va mettre en place un certain nombre d'outils et va imposer la mise en place d'un certain nombre d'outils de manière à éviter que les entreprises se retrouvent confrontées à ce que le texte légal appelle la désinsertion professionnelle, mais que l'on peut appeler aussi plus prosaïquement le risque de voir des collaborateurs partir en inaptitude professionnelle ou dans des situations de risque professionnel, que ce soit des maladies professionnelles ou des accidents du travail. Il y a également un effort de la loi, une volonté de la loi d'harmoniser, on va dire, l'activité des services de santé au travail en imposant aux services de santé au travail une offre de services de base obligatoire. Il y a également dans la loi l'obligation de mettre en place pour les entreprises, et ce de manière renforcée, une traçabilité de l'exposition aux risques professionnels, notamment par l'utilisation de l'outil, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais qui s'appelle le fameux document unique d'évaluation des risques, que vous connaissez tous, entreprises, mais dont l'obligation aujourd'hui en termes de mise en place et en termes de réactualisation est renforcée, en lien aussi avec les services de santé au travail. Il y a également, en lien avec ce qui s'est passé au titre des problématiques du Covid, et un renforcement des liens entre les politiques de santé publique et les missions des services de santé au travail. Et puis, vous allez voir qu'il y a aussi quelques mesures ou mesurettes qui sont en conséquence des nouvelles technologies, notamment la possibilité de mettre en place de la télémédecine ou des téléconsultations, y compris en médecine du travail, avec certaines mesures qui sont spécifiquement adaptées au TPE ou au PME. Alors d'abord sur l'activité des services de prévention en santé au travail, les services que l'on appelle vulgairement les SPST. Alors il y a une petite modification, mais qui n'est pas une modification neutre, c'est le changement d'appellation de ces services.
qui étaient jusqu'à présent des services de santé au travail et qui deviennent des services de prévention en santé au travail. Vous savez qu'on a évolué énormément en matière de médecine du travail, de la notion de suivi individuel du salarié, qui était le travail initial que l'on demandait au service de santé au travail, à une mission qui est une mission globalement de prévention en amont, de manière à éviter les conséquences de l'activité en matière de santé au travail. Donc, aujourd'hui, ce renforcement de cette mission, eh bien, il apparaît y compris dans le nom des services de santé au travail, parce que maintenant, ils sont devenus les services de prévention et de santé au travail, bien évidemment pour prévenir les risques professionnels, de manière pour prévenir les risques en matière de santé publique. Donc, il y a un travail qui est un travail de prévention avec les services de santé au travail, pour adapter le travail à l'homme ou l'homme au travail, je ne sais pas exactement. Plutôt le travail à l'homme. Plutôt le travail à l'homme, docteur, c'est ça. Et éviter que l'on soit dans une activité purement curative du risque qui a été généré, mais qu'il soit une activité qui soit prise en amont de manière à ce que, effectivement, le service de santé au travail travaille le plus en amont possible avec les entreprises dans ce rôle de prévention, de manière à éviter notamment le risque de désinsertion professionnelle. Avec aussi une ouverture des services de santé au travail, notamment pour les travailleurs indépendants qui sont affiliés au RSI, qui peuvent aujourd'hui adhérer au service, mais également pour les chefs d'entreprise, des entreprises adhérentes. Alors ça, c'était un grand vide dans la loi, mais effectivement, le chef d'entreprise de l'entreprise adhérente lui-même n'était pas suivi médicalement et il peut volontairement décider de s'inscrire dans cette démarche. C'est pas une obligation, c'est uniquement une volonté. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des... Non, pas pour l'instant. Bon, ben voilà. Je pense que les chefs d'entreprise ne sont pas encore au courant. Il faut le savoir, donc je vais faire la démarche prochainement, docteur. Mais plus sérieusement, effectivement, il y avait quelque chose qui n'était pas normal, c'est que le suivi médical concernait les salariés, mais dans l'entreprise, il y a quand même aussi quelqu'un qui est le chef d'entreprise, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il ne serait pas lui également suivi par les services de santé au travail. Donc c'est un élargissement, on va dire, du champ d'intervention des services de santé au travail. Quant aux missions, les missions des services de santé au travail, c'est devenu effectivement l'évaluation et la prévention des risques du travail. C'est une mission, alors avant c'était une mission exclusive, maintenant c'est devenu une mission principale. Alors on peut bien évidemment faire beaucoup de digressions sur cette évolution dans les objectifs qui étaient principaux, qui deviennent exclusifs, ou plutôt l'inverse, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, vous devez réaliser cette mission de prévention, vous devez travailler également à la réalisation d'objectifs de préservation de la santé publique et vous êtes amené à participer notamment à la promotion de la santé sur le lieu de travail avec des campagnes de risque, notamment des campagnes de vaccination, des campagnes de dépistage, des actions de sensibilisation des collaborateurs. Tout cela, ça fait partie du champ de votre intervention en qualité de médecin du travail. Alors, l'esprit de la loi, en fait, a remis la prévention primaire au centre de nos missions. C'est devenu notre mission principale. Et ce n'est pas n'importe quel type de prévention, c'est vraiment la prévention primaire. Ça veut dire le plus en amont possible avant que les effets nocifs s'installent sur la santé des travailleurs. Et après, effectivement, on sent bien cette notion de décloisonner la santé au travail et la santé publique. Du coup, il y a effectivement des missions qui relèvent plus de la santé publique, notamment les sensibilisations. Et il y a cette notion de maintenir la santé du salarié tout au long de son parcours professionnel. Donc, pas seulement prévenir les risques qui sont liés strictement au travail, mais aussi promotion de la santé tout au long du parcours professionnel. Et ça, on va le voir, ça va se faire au travers notamment de nouvelles visites, on en reparlera. Et puis, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, mais vous aurez sûrement l'occasion d'en prendre connaissance. Vous avez nécessairement tous entendu parler de la loi sur la réforme des retraites. Eh bien, il faut savoir qu'encore une fois, dans la loi sur la réforme des retraites, eh bien, un des intervenants en prévention du risque professionnel, ça sera également les services de santé au travail. Et le rôle des services de santé au travail, notamment à l'égard des salariés que l'on va qualifier de seniors, est également renforcé avec au moins une nouvelle visite qui interviendra entre l'âge de 60 et de 61 ans. Donc, vous verrez que ce rôle-là de prévention, il s'inscrit dans globalement toutes les lois aujourd'hui que l'on connaît, et notamment dans cette fameuse loi sur la réforme des retraites. Et par ailleurs, le rôle de la prévention s'inscrit dans le cadre globalement de ce qu'on appelle aujourd'hui la QVT, c'est-à-dire la qualité de vie au travail, avec toutes les complexités que l'on connaît, notamment du fait du changement des modes d'organisation du temps de travail.
l'émergence du télétravail notamment. Tout ceci fait partie de votre rôle en matière de prévention et de gestion des risques qui peuvent découler du changement des modes d'organisation du travail. Ce qui veut dire aussi que par rapport aux services de santé au travail, et ça c'est une vraie nouveauté, on contraint les services de santé au travail, alors je le dis de manière extérieure bien évidemment, à clarifier leurs interventions, leurs services et surtout à communiquer également avec leurs adhérents sur ces interventions et ces services. Alors là, les services de santé au travail et le SLST est bien évidemment revenu auprès de vous sur ce sujet, maintenant a l'obligation de développer une double offre. D'abord, il y a ce que j'appelle, moi, l'offre de services de base, obligatoire, qui sont les missions que le service de santé au travail doit obligatoirement proposer aux entreprises et aux salariés en contrepartie de leur adhésion obligatoire. Cette offre de service, elle est définie par la loi, elle est définie au niveau de chacun des services et elle vous a été communiquée. Je laisserai dans quelques instants la parole au docteur pour qu'elle vous en fasse part. Il faut savoir également que les services de santé de travail sont également invités à vous proposer une offre complémentaire. En d'autres termes, les services de santé au travail, du fait de leurs compétences, du fait de la compétence de leurs collaborateurs, du fait de la compétence des équipes pluridisciplinaires qui sont composées de médecins travail, de médecins collaborateurs, d'infirmiers en santé au travail, d'intervenants en prévention des risques professionnels, ils sont capables aujourd'hui et ils peuvent vous proposer une offre complémentaire. Alors c'est une offre qui vous est proposée contre nécessairement rétribution, mais c'est quand même un savoir-faire et une compétence particulière auxquelles les entreprises peuvent faire appel. Et étonnamment, il n'y a pas ce réflexe aujourd'hui des entreprises de faire appel de manière habituelle sur des problématiques spécifiques où les médecines ou les services de santé au travail ont une compétence particulière. On est d'accord, docteur? Tout à fait. Alors, sur l'offre spécifique, je peux rajouter, on en a aussi des toxicologues dans le service, des ergonomes, les assistantes en santé au travail. Donc, effectivement, les médecins du travail sont entourés par toute une équipe avec des compétences très variées. Et effectivement, ils peuvent intervenir sur l'évaluation du bruit, exposition aux vibrations et tout un tas de choses qu'on peut proposer à nos adhérents. Concernant l'offre socle, ça rentre dans l'émission qu'on avait avant, le suivi de l'état de santé des salariés et tout ce qui est action liée à la prévention primaire, évaluation des risques professionnels, accompagnement à la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels, de la fiche d'entreprise. Il y a aussi une obligation de refaire ce document tous les 4 ans. Une mise à jour de la fiche d'entreprise et un suivi des actions qui seront mises en place par les entreprises dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels. Et après, il y a la 3e offre, c'est l'offre complémentaire qui s'adresse aux travailleurs indépendants. Ça, c'est la nouveauté pour nous. Voilà. Ils peuvent effectivement adhérer volontairement à vos services et dans ce cas-là, c'est une offre complémentaire que vous leur offrez. Alors, c'est pas que symbolique, hein, cette offre de base et cette offre complémentaire, parce que les services de santé au travail vont devoir passer une certification. En d'autres termes, ils vont être contrôlés sur le respect de leurs obligations en matière d'offres de base et offres complémentaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le législateur est très demandeur à ce que les services de santé au travail respectent leurs obligations, que ce soit sur l'offre de base ou sur les offres complémentaires. Et dans ce cadre-là, il va y avoir une certification de l'ensemble des services en santé au travail par un organisme indépendant. Donc, ça devient, entre guillemets, une activité qui est normalisée et qui surtout est contrôlée en termes de qualité de la prestation et de nature de la prestation réalisée. C'est pas neutre, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une logique aujourd'hui qui est assez contraignante aussi pour les services de santé au travail. Je dirais pas forcément contraignante, mais ça permet aussi de mettre à disposition des adhérents à peu près le même type de service et la même qualité par tous les services de santé au travail. Oui. Jusqu'à présent, au niveau du territoire, il y a des grandes disparités, même par rapport à la mise en place des équipes pluridisciplinaires. Nous, au sein du SLST, on est plutôt bien outillés en ce qui concerne les équipes pluridisciplinaires et les compétences internes, mais ce n'est pas le cas de tous les services de santé au travail. La volonté claire du législateur, vous avez raison, c'est de faire en sorte
que tous les services de santé au travail offrent un niveau de prestation et de qualité de prestation identique. C'est pas simplement un niveau, c'est un niveau de prestation et de qualité de prestation identique, et c'est la volonté de la loi. Et toujours dans une logique d'harmonisation, vient d'être fixé, entre guillemets, ou viennent d'être fixées de nouvelles règles de financement des services de santé au travail. Il y avait un débat sur, entre guillemets, la cotisation de l'adhérent et les conditions dans lesquelles cette cotisation de l'adhérent pouvait être fixée. La loi a tranché ce débat. Donc aujourd'hui, l'adhésion des services aux services de santé au travail, au-delà du fait qu'elle est obligatoire pour toutes les entreprises, pour ses salariés, suppose une cotisation. Et la cotisation, elle est fixée per capita. Alors, per capita, c'est un terme juridique un peu sérieux, mais globalement, ça veut simplement dire qu'un salarié doit représenter une cotisation, quelle que soit la durée de travail de ce salarié. Donc aujourd'hui, on a un système qui est harmonisé et obligatoirement harmonisé pour tous les services de santé au travail, qui veut que le régime de facturation, entre guillemets, de la prestation, elle est identique pour tous les services de santé au travail. Un salarié représente une cotisation. Il y a même une obligation d'avoir une harmonisation des tarifs à terme entre tous les services de santé au travail, parce que le tarif va être fixé dans le cadre de ce qu'on appelle un tunnel de facturation. En d'autres termes, les services de santé au travail vont se voir contraints de proposer une cotisation avec un minimum et un maximum qui va correspondre à une moyenne qui sera décidée par l'État. Donc en fait, il y aura même une contrainte en termes de facturation. Donc, on va sur une harmonisation sur la prestation, sur le contenu de la prestation, sur la qualité de la prestation, et une harmonisation également sur les conditions dans lesquelles les adhérents, obligatoirement, sont facturés. Et le texte autorise bien évidemment des facturations complémentaires au titre des prestations complémentaires qui peuvent être réalisées et fournies par les services de santé au travail. Et puis tous ces éléments, et ça c'est extrêmement important, que ce soit le socle de base comme le socle complémentaire des prestations, doivent vous être communiqués à vous adhérents, dont vous avez nécessairement dû recevoir de la part du service le contenu de leur offre de base et de leur offre complémentaire qui vous a été communiqué. Et si ce n'est pas le cas, mais c'est le cas parce que je sais que ça vous a été communiqué, bien évidemment, le service doit obligatoirement vous le communiquer, au-delà du fait que je pense qu'il est accessible sur le site Internet. Tout est accessible, toutes les informations se retrouvent sur notre site Internet. Voilà. Le médecin du travail, son rôle dans tout cela, c'est quoi? D'abord, le médecin du travail, il va s'inscrire dans une logique également préventive. Et la loi, dans cette logique de prévention, rehausse l'obligation du médecin du travail de consacrer au moins un tiers de son temps sur le milieu de travail. Alors, c'était déjà le cas, c'est-à-dire que déjà, il y avait eu ce renforcement, mais ce renforcement, aujourd'hui, il est quantifié en temps. Le médecin du travail doit passer ou consacrer au moins le tiers de son temps sur les actions sur le milieu du travail. Alors que ce soit des actions préventives, l'analyse des postes de travail, que ce soit la participation aux réunions du CSE, enfin, toutes ces missions-là doivent représenter au moins le tiers des missions du médecin du travail. Et puis, vous le savez, depuis 2017, le médecin du travail peut déléguer un certain nombre de ses missions de suivi, on va y revenir, des salariés au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Cette délégation que le médecin du travail peut faire va lui permettre effectivement de dégager du temps, notamment pour le consacrer sur le milieu du travail. On est bien d'accord? Au milieu du travail, effectivement. Il ne faut pas oublier que nous avons déjà en premier un rôle de conseil auprès de l'employeur. Donc, même si c'est en dehors des réunions CSE, CCCT, ça nous arrive de rencontrer les employeurs effectivement sur notre tiers-temps pour discuter des problématiques diverses et variées, des risques, des problématiques qu'on a pu constater lors des visites médicales, par exemple, tout en respectant le secret médical. Le sacro-saint secret médical. Étant précisé que, je vous le dis également à titre d'information, mais à titre expérimental, on prévoit même que sur certaines régions, les médecins du travail pourront prescrire des arrêts de travail ou éventuellement prescrire des soins en relation bien évidemment avec la santé au travail. Quand je suis arrivé, vous entendez peut-être ma voix qui est un petit peu éraillée. Je demandais au docteur CPM s'il était d'accord pour me prescrire quelques médicaments pour faire en sorte que je puisse parler. Elle a brillamment refusé, considérant que ça ne faisait pas partie de son rôle et de ses missions aujourd'hui. Donc, c'est sa faute si j'interviens avec vous avec une voix quelque peu éraillée et j'espère que vous m'en excuserez. Je suis vraiment désolée. Non, mais plus sérieusement, effectivement, on a un rôle du médecin du travail. Le législateur veut que le médecin du travail
consacre une grande partie de son temps de travail dans l'entreprise, pour être très clair. Et ça, c'est une volonté de repositionner le rôle du médecin du travail à ce titre-là. Et en contrepartie, il peut s'appuyer sur les membres de l'équipe pluridisciplinaire pour un certain nombre de missions qui sont des missions de suivi des salariés. Alors, ça étonne toujours les entreprises, je le sais, hein, étant moi-même conseiller d'entreprise, parce que souvent, les entreprises disent « oui, mes salariés ne sont pas vus par le médecin du travail, ils sont vus éventuellement par un médecin collaborateur, ils sont vus par un infirmier en santé au travail ». Alors d'abord, il faut savoir que ces professionnels qui interviennent travaillent en collaboration étroite avec le médecin du travail dans le cadre d'une délégation bien spécifique et qu'ils sont par ailleurs formés spécifiquement pour ce suivi individuel et que de toute façon, si au moment de ces rencontres, dans le cadre du suivi individuel des salariés, une difficulté médicale apparaît, ils ont l'obligation de renvoyer le salarié auprès du médecin du travail. Ils sont tous formés en santé. Et ils sont tous formés en santé. Ils ont tous une formation spécifique sur voilà. le travail. Et notamment les infirmières, je viens d'avoir un nouveau décret qui vient de fixer la nouvelle réglementation sur les obligations de formation des infirmiers en santé ou des infirmières en santé et travail, avec des obligations qui sont quand même très très fortes, dont ce sont des professionnels formés qui sont particulièrement compétents pour le suivi également des salariés. Et nous avons du temps dédié aux échanges. Voilà. Et vous travaillez en coordination, de toute façon, bien évidemment. Et enfin, et c'est ce que je vous disais, le médecin du travail peut faire des délégations auprès de l'équipe pluridisciplinaire. Est-ce que vous pouvez me rappeler, docteur, juste la composition de l'équipe pluridisciplinaire? On a qui dans cette équipe pluridisciplinaire? Alors, il y a le médecin du travail, il peut y avoir des internes qui sont du coup en formation, il peut y avoir des médecins collaborateurs, il y a un infirmier, plusieurs infirmiers formés en santé au travail, les ergonomes, les assistantes en santé au travail, l'intervenant, la prévention des risques professionnels, c'est ce qu'on appelle nous en interne l'IPRP, toxicologue. Et voilà, c'est toute cette équipe. Avant, les entreprises connaissaient le médecin du travail. Aujourd'hui, bien sûr que le médecin reste l'interlocuteur privilégié, mais il faut savoir qu'il travaille dans un environnement particulier que l'on appelle l'équipe pluridisciplinaire. Et il travaille tellement dans cet environnement particulier que le médecin du travail peut déléguer une partie de ses missions. Alors, il peut déléguer quoi et à qui? Le principe, c'est que le médecin du travail peut déléguer aux collaborateurs médecins et les internes en médecine du travail tout ce qui va être visite et examen relevant du suivi individuel des travailleurs. Ensuite, il va pouvoir également déléguer aux infirmiers en santé au travail la réalisation des visites et des examens, à l'exclusion des visites médicales d'aptitude, c'est notamment pour les suivis individuels renforcés, et du renouvellement de ces visites périodiques. Et il ne peut pas non plus déléguer les visites post-exposition aux post-expositions professionnelles. Ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez déléguer, docteur. Par ailleurs, tout ce qui va concerner les visites que l'on qualifie de visites de reprise, est-ce que vous les déléguez ou pas, ces visites de reprise aujourd'hui? Pas pour l'instant. Mais c'est possible. Oui, effectivement, le législateur nous a donné cette possibilité. C'est ça. Donc, la possibilité, elle existe également pour les visites de reprise. Alors, avec toujours un principe, hein, c'est que les missions déléguées sont réalisées sous la responsabilité du médecin du travail, adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquelles elles sont confiées nécessairement, et limitées et bien évidemment exercées dans la limite des compétences respectives de tous les professionnels. Et puis il faut savoir qu'il y a un certain nombre de dispositions internes au service de santé au travail qui sont prises sur le champ de ces délégations et le contrôle de ces délégations. Tout à fait, on travaille dans le cadre d'un protocole qui est signé entre le médecin et l'infirmier qui est affecté à l'équipe pluridisciplinaire du médecin. Voilà, donc il y a quelque chose qui est très normalisé et qui limite ou qui confirme la délégation. On est d'accord. Cadre cette délégation. Voilà. Donc ça, c'est un principe. Et effectivement, aujourd'hui, les infirmiers en santé au travail ont un rôle qui devient important dans les services. Alors, je ne sais plus combien il y a d'infirmiers en santé au travail au sein du service. Je me retourne. Voilà, il y a 15 infirmiers en santé au travail au sein du service Sud-Loire Santé au travail. Et ces personnes-là, ces infirmiers ou infirmières, doivent avoir une formation spécifique et il peut réaliser ce que l'on appelle les fameuses visites d'information et de prévention. Il pourra aussi accéder au dossier médical en santé au travail qui ne lui était pas ouvert jusqu'à présent, ce dossier, mais il va pouvoir y accéder et il va pouvoir réaliser la visite médicale de mi-carrière dont on parlera dans quelques instants.
Non, il a accès au dossier médical en santé au travail, il n'aura pas accès au dossier médical partagé. Pardon, oui, c'est juste ça. Parce que le dossier médical partagé pour le médecin du travail n'est pas encore, l'accès n'est pas encore ouvert, mais ça se fera sous peu, probablement. Par contre, l'infirmier en santé au travail n'aura pas accès à ce dossier médical partagé. Le dossier médical partagé, c'est le dossier que nous avons tous susceptibles d'avoir, qui fait la liaison notamment avec nos médecins traitants, avec la médecine de ville. Et avec la médecine de ville. Voilà. Et aujourd'hui, il va se créer un lien entre le dossier médical en santé au travail et ce fameux dossier médical partagé pour bien évidemment qu'on soit toujours dans le travail de prévention et de suivi en santé des collaborateurs. Et voilà, ce fameux dossier médical en santé au travail, le médecin aujourd'hui, la loi norme extrêmement son contenu, c'est-à-dire qu'on va avoir dans le dossier médical en santé au travail tout le contenu de la traçabilité de l'exposition des collaborateurs et des salariés au risque professionnel. Donc ça va être une obligation. Il est constitué bien évidemment ce dossier par le médecin du travail avec aujourd'hui les membres de l'équipe pluridisciplinaire qui pourront y avoir accès. On va avoir toutes les données d'exposition. Le salarié y a accès, mais vous le savez, vous, adhérents, entreprises, vous n'y avez pas accès parce que le contenu du dossier médical en santé au travail est couvert par le secret médical et donc les informations sont strictement confidentielles. Par contre, il faut savoir que le salarié lui-même peut demander communication de ce dossier, notamment éventuellement dans une logique de contentieux, et il est également accessible aux professionnels de santé qui sont tous chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé du salarié, sauf opposition du salarié. Voilà. Donc, et ce dossier médical, on va avoir un lien qui va se créer à partir du 1er janvier 2024 avec le dossier médical partagé, mais ce lien-là supposera l'accord du salarié et ne pourra être fait qu'à l'initiative du médecin du travail. Et c'est seul le médecin du travail qui aura accès au dossier médical partagé du salarié. L'idée, c'est de créer la relation entre la médecine de ville et la médecine en santé au travail. On est d'accord, docteur? Tout à fait. Pas dit de bêtises pour le moment. Ça, c'est le cadre général du contenu de la loi. Alors ensuite, ce qui intéresse souvent les entreprises, c'est bien évidemment le suivi individuel de santé du salarié. C'est globalement ce suivi individuel, ce qu'on appelle très vulgairement les visites médicales, d'accord? Qu'est-ce qui change avec la loi du 2 août 2021? Alors, il n'y a pas grand-chose qui change, mais ce n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que j'ai écrit dans le support « Les fondamentaux changent peu », mais en fait, ce n'est pas vrai. Alors, je vous rappelle quand même que sur le suivi médical, c'est l'employeur qui a la responsabilité de ce suivi médical. C'est-à-dire que c'est lui qui doit prendre l'initiative de ce suivi médical et que donc, normalement, c'est à lui que revient l'obligation d'organiser et de gérer l'ensemble des visites et des examens médicaux du collaborateur. Alors, c'est une vérité, mais au risque de déplaire au docteur Simpean, je pense qu'aussi le service de santé au travail a les outils, notamment parce que sur la périodicité des visites, sur la convocation des salariés, c'est une question qu'on me pose souvent. Normalement, toute cette périodicité aujourd'hui, alors sauf si je me trompe ou si je dis une bêtise, elle est bien organisée et gérée par le service de santé au travail. Bien sûr, c'est un service rendu aux adhérents. D'accord, c'est un service. On assure ce suivi des visites. D'accord. Alors, je dis ça parce que souvent, on me pose la question, on me dit, mais est-ce que c'est à moi de prendre l'initiative, de prendre les visites? Il faut savoir que ça fait partie globalement du socle de base de prestations que vous doit le service de santé au travail. C'est-à-dire que c'est à lui d'organiser, de planifier les visites. Alors, pas toutes, hein, parce qu'il y a certaines visites qui relèvent nécessairement, je vois qu'on me regarde avec des yeux noirs, il y a certaines visites qui relèvent nécessairement de l'initiative de l'employeur et qui doivent passer par l'employeur. Je vous les cite et on y reviendra. C'est bien évidemment la fameuse visite de reprise suite à un arrêt d'une certaine durée. Et ensuite, il faut le savoir, tout salarié a la possibilité de demander, de voir, de rencontrer le médecin du travail. Et en dehors des visites périodiques. Cette demande qui peut être faite par le salarié à tout moment doit normalement passer par l'employeur et c'est à l'employeur de se rapprocher du service de santé au travail pour planifier les visites qui sont des visites demandées spécifiquement par le salarié. Mais il faut le savoir, il y a les visites périodiques, globalement les visites suite à un événement, on va dire les arrêts maladie, et puis il peut y avoir à tout moment de la carrière du collaborateur des visites demandées soit par le salarié, soit par l'entreprise elle-même parce qu'elle présuppose il y a une problématique d'aptitude ou d'inaptitude du collaborateur. Donc, à tout moment, on peut venir vous demander une visite. On est bien d'accord?
l'employeur peut constater effectivement qu'un salarié a des difficultés à tenir le poste de travail et il peut se manifester à tout moment en demandant une visite médicale. La même chose pour le salarié, si lui il a des difficultés, il peut se rapprocher de son employeur pour demander cette visite médicale. Si je ne me trompe pas, si la réponse n'est pas donnée par l'employeur dans un délai de 15 jours, le salarié peut bénéficier d'une visite même si l'employeur n'a pas fait Exactement. La loi impose que la demande du salarié passe par l'entreprise. Si l'entreprise ne répond pas à la demande du salarié de prendre une visite auprès du médecin du travail, au bout de 15 jours, le salarié peut revenir directement auprès de la médecine du travail en disant « mon employeur est défaillant et dans ce cas-là, je veux prendre une visite directement avec vous ». Ça peut arriver effectivement. Et après, sur la visite, sur la visite périodique, il ne faut pas oublier que celle-ci, effectivement, nous, on rend ce service aux adhérents, on va les planifier. Par contre, la périodicité des visites, elle s'établit en fonction de la déclaration de l'employeur. Donc, si l'employeur fait une déclaration en SIR, effectivement, le salarié aura une visite tous les 2 ans. S'il déclare le salarié en SI, suivi individuel simple, il aura une visite tous les 5 ans. Donc, c'est là où la responsabilité de la déclaration du salarié sera engagée. Mais sur la périodicité. De l'employeur. Tout à fait. Ouais, du salarié. De l'employeur. Ouais. Mais alors, là, je me retourne vers vous, Dr. Simpean. Est-ce que vous n'avez pas quand même un rôle sur la définition des catégories d'emploi qui mériteraient un suivi SIR, suivi individuel renforcé? Excusez-moi. Est-ce que je pose la question naïvement, excusez-moi, mais est-ce que dans le cadre de votre intervention dans l'entreprise, vous ne pouvez pas vous-même dire tel ou tel poste devrait faire l'objet de suivi individuel renforcé? Mais on le fait soit collectivement, effectivement, lors des réunions CSCT, soit en individuel, quand on reçoit le salarié et on constate qu'il a été mal déclaré et qu'on constate qu'il y a des risques qui justifient une déclaration de suivi renforcé, là, on signale à l'employeur. On fait un retour, on le note même sur l'avis d'aptitude qu'on rend au salarié à l'issue de la visite. Effectivement, il y a un petit rôle, effectivement. Bien sûr, et en début d'année, on relance aux employeurs qui ont des difficultés par rapport à la déclaration. On essaye de les accompagner et après, la liste des risques qui justifient la déclaration en suivi individuel renforcé est liée sur notre site Internet. Et lors de la déclaration, elle est facilement identifiable, cette liste. Alors, on est sur une logique effectivement de suivi médical. À l'origine, on appelait ça de la surveillance médicale. Maintenant, on n'appelle plus ça de la surveillance médicale. On appelle ça du suivi individuel de l'état de santé. D'ailleurs, vous le savez, depuis 2017, toutes les visites ne donnent pas lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de visites, notamment dans les visites tous les 5 ans pour les suivis individuels, en dehors du suivi individuel renforcé, où je n'ai pas de délivrance d'avis d'aptitude. C'est terminé ça. C'est-à-dire que les avis d'aptitude délivrés périodiquement, ça ne concerne plus que les salariés qui sont en suivi individuel renforcé. On est d'accord, docteur? Pour tous les autres, j'ai uniquement la délivrance d'attestation de suivi. Parce qu'on a changé la logique de ce suivi médical. On n'est plus dans un contrôle de l'aptitude, on est dans un suivi tout simplement de l'état de santé du collaborateur. Bien évidemment, si au cours d'une visite, dans le cadre d'une visite d'information et de prévention, on s'aperçoit qu'il y a un risque d'inaptitude, dans ce cas-là, le médecin peut toujours délivrer un avis d'inaptitude, mais ce n'est pas une obligation de le faire lors de toutes ces visites. On est d'accord. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on est sur une logique préventive, mais ce n'est pas uniquement une logique préventive. Il y a bien évidemment, lors de ces visites également, une traçabilité des risques professionnels qui va se retrouver dans le dossier médical en santé au travail. Et il va y avoir un travail qui va se faire du médecin pour essayer d'éviter, en relation avec l'employeur, le risque de désinsertion professionnelle. Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt de ces visites périodiques qui se font maintenant au sein de qui se font avec les services de santé au travail. Je sais, pour être conseiller d'entreprise, que depuis la loi de 2017 et même avant, beaucoup d'entreprises, voire de salariés, se sont émus de l'espacement des délais de visite. C'est une vérité, mais ça prend en compte aussi le fait que, entre guillemets, l'obligation qui existait il y a quelques années d'avoir une visite tous les ans
elle n'avait plus lieu d'être compte tenu de la modification aussi des pratiques médicales de l'existence de la médecine de ville. Enfin, tout ce qui existait à l'origine a pu légitimement être espacé dans le temps. Alors après, on peut en penser ce qu'on en veut, mais puis il y a d'autres problèmes, qui sont des problèmes notamment démographiques liés au nombre de médecins du travail, au risque, encore une fois, mais c'est une vérité. Je pense que c'est aussi le renforcement de la prévention primaire, de nous pousser à travailler beaucoup plus en amont avant que les problématiques de santé apparaissent. Vous êtes un des acteurs de la prévention primaire, donc vous n'êtes pas là que pour contrôler que le salarié est apte ou inapte. De manière en résumé, c'est ça. Et on veut que vous soyez plus en amont plutôt que dans le contrôle périodique. La volonté, c'est ça. Sur les travailleurs qui sont les entreprises de travail temporaire, je vous rappelle que normalement, l'obligation du suivi médical pèse sur l'entreprise de travail temporaire elle-même. C'est pas l'entreprise utilisatrice. Bon, il y a quelques exceptions à cela, mais le principe reste que c'est l'entreprise de travail temporaire qui est dans l'obligation d'assurer le suivi médical de ses salariés intérimaires. Alors, sur les visites, les examens médicaux et les entretiens qui peuvent intervenir dans le cadre de l'activité d'un salarié. La loi a, entre guillemets, confirmé ce que vous connaissez jusqu'à présent sur les visites d'information et de prévention tous les 5 ans. La fameuse visite d'embauche, qui est une visite d'information et de prévention. Le fait qu'elle est renouvelée tous les 5 ans, ça ne change pas. Les conditions de réalisation de cette visite ne changent pas. Tout ce qui est visite d'aptitude pour le suivi individuel renforcé pour les salariés, un suivi individuel renforcé ne change pas non plus. Et tout ce qui est périodicité des visites, 5 ans pour les visites d'information et de prévention pour les suivis individuels, 2 ans pour les salariés en suivi individuel renforcé, tout cela ne change pas. Qu'est-ce qui change comme sur les visites de par la loi? Alors, 1, les visites sur demande, on en a déjà parlé, on va y revenir. 2, les conditions de réalisation de l'examen de reprise après un arrêt maladie. On va voir qu'il y a une petite modification. Et il y a également des modifications techniques sur l'examen de pré-reprise. Par ailleurs, le texte va créer 3 nouvelles visites, qui sont les visites post-exposition, qui sont les visites de mi-carrière et qui sont les rendez-vous de liaison. Ce sont des nouvelles visites qui existent depuis le mois d'avril 2022. Alors, sur ce qui ne change pas, sur le suivi individuel, je vous le rappelle, c'est tous les 5 ans. Ça peut être le médecin, l'interne ou l'infirmier qui fait ce suivi. Ça ne génère pas de délivrance d'attestation d'aptitude ou d'inaptitude, mais uniquement d'une attestation de présence. Sur le suivi individuel adapté, alors là, on est sur des salariés dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, travailleurs handicapés, travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ou les travailleurs de nuit. Alors là, on est bien toujours sur des visites d'information et de prévention qui sont faites, mais pour les travailleurs de nuit, pour les travailleurs handicapés, la visite doit être faite avant la prise de poste obligatoirement et la visite, elle est renouvelée tous les 3 ans et non pas tous les 5 ans. Maximum tous les 3 ans. Maximum tous les 3 ans. Et vous pouvez décider d'une autre périodicité. Tout à fait. Voilà. Et vous avez enfin le suivi individuel renforcé, ou alors là, pour les salariés en SIR, c'est-à-dire les salariés affectés à un poste qui présente des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, là, on est sur des visites médicales avec le médecin du travail, obligatoirement, on est bien d'accord, ou le médecin collaborateur. Les visites intermédiaires, alors le salarié sera vu tous les 4 ans par le médecin du travail, mais une fois tous les 2 ans, il pourrait être vu par l'infirmier en santé au travail. D'accord. C'est ce qu'on appelle la visite intermédiaire. La visite intermédiaire. Donc la logique, c'est une visite tous les 2 ans, mais la première visite, c'est le médecin du travail, visite intermédiaire, l'infirmier. Deuxième visite, 2 ans après, c'est obligatoirement le médecin du travail. Et là, on a nécessairement l'obligation de délivrance d'un certificat d'aptitude ou d'inaptitude. En sachant que si l'infirmier constate le moindre problème, la moindre difficulté de la part du salarié à tenir le poste de travail, il adresse directement au médecin du travail.
Alors, il faut savoir que pour ces visites, même si j'imagine que ce sera difficilement à mettre en œuvre, on pourra même mettre en place de la téléconsultation, docteur. Je ne sais pas si vous l'avez pratiqué. On en a fait pas mal pendant la période Covid. Effectivement, ça nous a permis de continuer notre activité. Voilà. Et la mesure est pérennisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez toujours la possibilité. Nous avons toujours cette possibilité, nous sommes équipés pour. Après, c'est vrai qu'on en fait beaucoup moins qu'il y a 2 ans. Alors, mais c'est possible. C'est possible. Et il faut que le salarié soit d'accord. Tout à fait. Et il faut que, bien évidemment, les conditions de réalisation de la visite préservent le secret médical et l'intimité du collaborateur, mais c'est une évidence que de dire cela, bien évidemment. C'est le cas. Voilà. Alors ensuite, il peut y avoir également des visites sur demande qui sont réalisées, je vous l'ai dit, normalement par le médecin du travail ou un autre professionnel. Et on vous l'a déjà dit, le salarié ou l'entreprise peuvent le faire tout au long de l'activité professionnelle. Il faut toujours qu'il y ait une raison pour ces visites sur demande, mais c'est parfaitement faisable. Et souvent, moi, je le conseille aux entreprises, quand ils ont des salariés dont ils s'aperçoivent qu'il y a une problématique, on va dire, de santé à un moment donné sur leur poste de travail, eh bien, je les invite à prendre contact avec leur service de santé au travail pour fixer une visite, parce que c'est pas un problème que de dire cela, et le salarié doit obligatoirement s'y rendre. Sur ce qui change, l'examen de reprise. C'est la fameuse visite de reprise après un arrêt de travail. Alors, ce qui change, c'est que maintenant, pour les arrêts de travail, pour maladie non professionnelle ou pour un accident qui n'a pas le caractère professionnel, jusqu'à présent, la visite de reprise se faisait après 30 jours d'absence. Maintenant, la visite de reprise se fait après 60 jours d'absence. Donc, le délai a été doublé. Donc, si vous avez un salarié qui est en arrêt maladie pour des raisons non professionnelles, vous devez prendre une visite de reprise après 30 jours, 60 jours d'absence, alors qu'avant, c'était 30 jours. Par contre, pour les autres situations, en d'autres termes, notamment si on est sur un retour de maternité, la visite se fait immédiatement également. Et si on est sur un arrêt de travail suite à un accident du travail, eh bien, il suffit que la durée de l'arrêt soit de 30 jours. Donc, accident du travail, arrêt de 30 jours, visite de reprise. Maladie normale, on va dire non professionnelle, 60 jours avant d'avoir une visite de reprise. Et si vous avez un arrêt de travail pour une maladie professionnelle, eh bien là, quelle que soit la durée de l'absence, il doit obligatoirement y avoir une visite de reprise. L'examen de pré-reprise, vous le connaissez, cet examen, c'est un examen qui est laissé exclusivement à la main du salarié ou de son médecin traitant ou du médecin conseil de la CPAM, et il a vocation à intervenir avant la reprise de manière à ce que le médecin du travail puisse, avec le salarié, examiner si, on va dire, la reprise pourrait poser difficulté en termes d'adaptation de poste, voire prévenir un risque d'inaptitude. Cette visite de pré-reprise, jusqu'à présent, il fallait que l'absence soit au moins de 3 mois. Maintenant, il faut que l'absence soit au moins de 30 jours. Et l'autre modification qui est quand même relativement importante, c'est que le médecin du travail peut la proposer également. C'est-à-dire que le médecin du travail, jusqu'à présent, il n'avait pas l'initiative, mais aujourd'hui, il peut la proposer. Donc, ça peut concourir aussi de manière efficace à assurer le reclassement du collaborateur au moment de sa reprise de fonction. Alors, sauf à ce que vous ayez une autre vision, docteur, sur la visite de pré-reprise. C'est juste, en pratique, le médecin du travail n'est pas forcément au courant de l'arrêt de travail du salarié, donc on n'est pas forcément informé. Nous allons convoquer effectivement le salarié si on reçoit un courrier de la part du médecin de conseil ou si l'employeur nous informe d'un arrêt de travail de plus de 30 jours. Mais autrement, nous n'avons pas cette information systématiquement. Oui, vous ne l'avez pas, mais vous savez que maintenant, alors je vais y venir dans quelques instants, vous savez que maintenant, les employeurs ont l'obligation, depuis la loi de 2021, d'informer les salariés sur le fait qu'ils peuvent demander une visite de pré-reprise et qu'ils peuvent demander un rendez-vous de liaison. On va y revenir dans une minute. C'est-à-dire que la loi a travaillé différemment. Elle considère que l'obligation d'information, elle ne pèse pas sur vos services, elle pèse sur l'employeur. Alors ceux qui m'entendent doivent être en train de dire c'est toujours sur l'employeur que ça pèse, mais c'est la loi. Mais il faut savoir que quand vous avez un salarié qui est absent de longue durée, au bout de 30 jours, vous devriez en théorie, vous, employeur, l'informer sur le fait qu'il a la possibilité de demander une visite de pré-reprise. La loi va aussi créer un nouveau rendez-vous. Alors celui-là, il n'existait pas, c'est le rendez-vous de liaison. Alors ça, c'est une nouveauté.
Alors, ce rendez-vous de liaison, c'est quoi? C'est vrai que souvent, les entreprises se posent une question, c'est moi, j'ai un salarié qui est absent depuis longtemps, j'ose pas l'appeler, j'ose pas lui demander comment il se projette sur un éventuel retour, parce que j'ai peur que l'on m'accuse notamment de harcèlement moral pendant l'absence. Enfin, je suis pas loin de la vérité en disant cela. Eh bien, la loi a décidé de créer un rendez-vous spécifique qui peut être proposé par l'entreprise, qui peut être proposé par le salarié. Alors, quand je dis que c'est proposé, ça veut dire que personne ne peut l'imposer à l'autre, et qui peut se faire en liaison avec les services de santé au travail. L'objectif de ce rendez-vous, c'est d'informer le salarié, notamment qu'il peut bénéficier d'un examen de pré-reprise ou d'aménagement spécifique de son poste, et donc de créer, on va dire, un lieu d'entretien ou un temps d'entretien entre le salarié absent, l'employeur et le service de médecine du travail s'il accepte de participer à ce rendez-vous. Donc, si les entreprises veulent proposer ce rendez-vous, il faut qu'elles en informent le service de santé au travail. Les services de santé au travail se positionnent par rapport à leur présence ou pas lors de ce rendez-vous de liaison, et qu'ensuite on invite le salarié à se présenter à ce rendez-vous de liaison de manière à échanger. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une visite médicale, c'est-à-dire que le médecin devant l'employeur ne va pas ausculter le salarié, on est bien d'accord, mais c'est juste un échange sur, entre guillemets, la situation à un moment donné du salarié et ses perspectives de reprise. Alors, toujours en pratique, il serait intéressant d'organiser une visite de pré-reprise en amont pour que le médecin du travail puisse prendre connaissance des problématiques de santé de la personne et faire des recommandations en conséquence. Puisque si on ne connaît pas la problématique du salarié et on va participer à ce rendez-vous de liaison, le résultat ne sera pas le même. Bien sûr. Mais moi, employeur, je vais vous organiser un rendez-vous de liaison pour reprendre un petit peu le schéma de tout à l'heure. Je vais vous appeler, docteur. Oui. Je vais vous dire que je vais le faire. D'accord? Vous allez me dire, très bien, mais dans ce cas-là, moi, maintenant, je peux proposer au salarié une visite de pré-reprise. Donc là, vous êtes informé de l'arrêt de travail du salarié. Si je suis cohérent, vous allez proposer au salarié une visite de pré-reprise. Si le salarié l'accepte, il aura sa visite de pré-reprise. Et ensuite, se déroulera le rendez-vous de liaison. Et dans ce cas-là, la boucle sera bouclée. On est d'accord sur la logique. Oui, voilà. La logique, il faudrait que ça soit... Et tout ceci, bien évidemment, se fera sous couvert du secret médical. C'est-à-dire que le médecin du travail, lors du rendez-vous de liaison, ne pourra pas donner à l'employeur des éléments d'information de nature médicale. Et par contre, ça ne vous empêchera pas de travailler sur les perspectives de retour du salarié. Bien sûr, et les obligations en termes d'adaptation ou d'aménagement du poste. Ça, c'est le rendez-vous de liaison. Alors, très peu utilisé jusqu'à présent, le formalisme est assez simple, mais on ouvre enfin une porte, on donne enfin une solution pour pouvoir créer cet espace-temps d'échange avec le salarié et le médecin du travail. Et comme je vous l'ai dit, maintenant, il y a une obligation d'information de l'employeur. C'est-à-dire l'employeur doit informer les salariés après tant de jours d'absence qu'ils peuvent avoir une visite de pré-reprise, et l'employeur doit également informer le salarié qui est absent qu'il peut avoir un rendez-vous de liaison, même si c'est en général l'employeur lui-même qui va proposer ces rendez-vous de liaison. Par ailleurs, le texte crée une nouvelle visite, qui est la visite de mi-carrière. Alors là, qui va concerner tous les salariés, c'est-à-dire qu'on soit en suivi individuel, en suivi renforcé, tout le monde. Donc, messieurs, dames, dès lors que vous allez atteindre, si vous êtes salarié, l'âge non canonique de 45 ans, plus précisément dans l'année civile de votre 45e anniversaire, vous êtes censé avoir, avec le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire, ça pourrait être un infirmier, une visite de mi-carrière, pour acter de votre situation médicale, au moment où on considère que vous avez fait la moitié de ce que vous devez faire en matière d'activité professionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est à 45 ans le bon âge, étant précisé que cet âge il pourra être adapté par les accords de branche. L'idée, c'est quoi? C'est établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié, évaluer les risques de désinsertion professionnelle et, bien évidemment, sensibiliser le travailleur par rapport, entre guillemets, à ce risque de désinsertion ou aux mesures de prévention. Mais surtout, le médecin du travail, à la suite de cette visite, pourra écrire à l'employeur pour lui faire des préconisations afin d'éviter le risque de désinsertion professionnelle. Donc, le travail du médecin du travail, ça sera à ce moment-là, éventuellement, de revenir auprès des adhérents en disant, voilà, je viens de rencontrer Monsieur Garcia, et donc la problématique possible à moyen ou à long terme de Monsieur Garcia sur l'évolution de son poste de travail peut vous conduire, je vous invite à adapter le poste de travail. Alors là, il peut y avoir des débats, il pourrait y avoir des discussions, mais c'est ça l'objectif de la visite de mi-carrière,
de manière à faire en sorte que le salarié, à terme, ne soit pas déclaré inapte. Et Voilà. éviter l'altération de son état de santé, pas seulement l'inaptitude. Oui, c'est ça, juste l'altération. Bon, éviter les maladies professionnelles et éviter le risque professionnel de manière générale. Tout à fait. On est d'accord. Oui. Voilà. Et ensuite, ils ont créé une visite post-exposition. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais l'idée, c'est quoi? C'est pour les salariés qui seraient exposés à des risques particuliers, c'est-à-dire les salariés qui ont notamment un suivi individuel renforcé. Si, à un moment de leur carrière, ils sont en fin d'exposition de ce risque particulier, eh bien, dans ce cas-là, l'employeur doit prendre l'initiative de revenir auprès du médecin de travail pour que le médecin du travail fasse passer une visite post-exposition au risque particulier qui a donné lieu au suivi individuel renforcé. Alors là, il n'y a pas de récurrence de cette visite. Cette visite, c'est uniquement au terme de l'exposition du risque particulier. En fait, cette visite, à l'origine, elle existait pour les salariés, c'était la visite de fin de carrière. C'est-à-dire pour les salariés qui, en fin de carrière, finissaient d'être par définition exposés à un risque particulier. Et bien maintenant, on l'a retraduit de manière générale en disant que c'est une visite post-exposition au risque professionnel particulier. Donc, si vous avez notamment des salariés en SIR qui, à un moment de leur carrière ou à la fin de leur carrière, ne sont plus exposés à un risque particulier, au risque qui a donné lieu au suivi individuel renforcé, il faut impérativement revenir auprès du service de médecine du travail de manière à ce qu'une visite soit organisée pour assurer, on va dire, les conséquences de cette exposition au risque. On est bien d'accord? Pour constater s'il y a effectivement des problématiques de santé qui sont liées à cette exposition, pour donner les informations au médecin généraliste qui va assurer le suivi post-exposition, surtout pour ceux qui sont en fin de carrière, qui n'auront plus de suivi au sein du service de santé au travail. Et surtout pour donner des conseils liés à la prévention aussi. Et assurer une traçabilité de ce que le salarié a eu dans le cadre de sa carrière. Voilà. Donc, c'est une mesure qui est un peu complexe à mettre en œuvre, cette visite de post-exposition, parce que vous l'avez compris, là, c'est à l'entreprise de prendre l'initiative de revenir auprès du service de santé au travail. Et effectivement, c'est à l'employeur qu'incombe l'obligation d'informer le service de santé au travail que le salarié n'est plus exposé au risque, de manière à ce qu'on puisse réaliser cette visite de fin d'exposition. Le salarié pouvant lui-même le faire, mais c'est globalement, c'est vraiment à l'employeur de prendre cette initiative, d'organiser la visite. Vous trouverez dans le support de formation qui vous sera peut-être transmis tout le schéma de la visite sur ce suivi post-exposition. Ça, c'est les modifications sur le suivi individuel du salarié. Si on doit se résumer sur ce sujet qui en général intéresse les entreprises, visite de reprise après une maladie normale, c'est 60 jours et plus 30 jours. Création du rendez-vous de liaison en relation avec les services de santé au travail. Modification du délai pour pouvoir organiser les visites de pré-reprise, c'est après 30 jours seulement d'absence. Ça, c'est la vraie modification. Création de la fameuse visite de mi-carrière et création de la visite post-exposition au risque professionnel. Tout ceci est applicable depuis le 1er avril 2022. Donc aujourd'hui, tout ceci est pratiqué par le service. Tout à fait. On est d'accord. Vous avez fait beaucoup de rendez-vous de liaison ou pas? Non. Non? J'en ai eu 2 demandes. Voilà, 2 demandes. Personnellement, après, je sais. Oui, non, mais voilà, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2 demandes, ça veut dire qu'il y a une méconnaissance de l'outil aujourd'hui par les entreprises, mais il faut savoir que ça existe. Donc, vous avez eu 2 demandes. On a combien de médecins du travail aujourd'hui? 37. 37. Donc, 37 divisé par 2, ça donne faire quelque chose comme 74. 37 divisé par 2. 10, oui, 74. Je dis une bêtise? 16, 17. Ouais, non, une petite vingtaine. Voilà. Donc, ça ne doit pas faire beaucoup de visites, de rendez-vous de liaison qui ont pu être organisés. Mais je pense qu'on aura de plus en plus. Oui, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Je pense que l'outil n'est pas connu. L'outil n'est pas connu et la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle fera aussi des sensibilisations aux adhérents. Et justement, ça me permet de faire la liaison avec l'objectif de la loi qui est la lutte contre la désinsertion professionnelle. Alors ça, c'est une volonté de la loi, et la loi a créé une cellule pluridisciplinaire spécifique afin de lutter contre le risque de désinsertion professionnelle qui doit exister au sein de chacun des services. Donc,
me retourne vers vous, docteur. Elle existe au sein du service aujourd'hui, cette cellule? Elle existe, ça fait déjà quelques mois qu'elle... Voilà. Alors, l'objectif de cette cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, c'est quoi? C'est de proposer des actions de sensibilisation aux adhérents, mais aussi aux salariés, d'identifier des situations individuelles qui peuvent poser difficulté, notamment en relation avec la caisse primaire d'assurance maladie, si c'est possible, d'identifier, de proposer en lien avec l'employeur et le travailleur des mesures individuelles qui sont des mesures d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail, de participer à l'accompagnement du salarié qui peut être éligible au bénéfice d'actions de prévention contre le risque de désinsertion professionnelle. Tout ceci se fait sous la coordination de médecins qui a été désigné au sein du service. Et l'idée, en fait, c'est quoi? L'idée, pour la faire simple et pour la vulgariser, si vous me permettez, c'est d'avoir un outil spécifique au sein du service de santé au travail qui va essayer, en collaboration avec les entreprises, la CPM et les salariés, de trouver en amont des solutions pour éviter effectivement la désinsertion professionnelle. On est d'accord sur la philosophie, sur l'objectif aujourd'hui? Oui, on travaille avec des partenaires. Déjà la caisse primaire d'assurance maladie, il y a le service social CARSAT, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie. Il y a aussi Cap Emploi et depuis peu, il y aura aussi la maison d'information, formation et l'emploi, la MIF, qui fera partie de nos partenaires. Alors, on travaille sur deux volets, en gros. C'est le volet individuel, ce que vous venez de décrire. En gros, on identifie soit nous, soit les salariés nous sont adressés par des partenaires ou parfois même par les employeurs. On identifie des situations individuelles. Il y a tout un accompagnement du salarié en individuel pour éviter la désinsertion professionnelle qui passe parfois par les aménagements, transformation du poste de travail, reclassement en interne. Et parfois, quand on ne peut pas éviter l'inaptitude, ça sera une reconversion professionnelle et des différents dispositifs qui sont proposés, notamment par le service social de la CARSAT, sur tout ce qui est parcours reconversion professionnelle. Et après, il y a tout un volet collectif qui va viser les sensibilisations, les informations des entreprises par rapport aux dispositifs existants, par rapport au rôle des différents partenaires qui peuvent intervenir sur la désinsertion professionnelle, par rapport aux modalités à adresser des salariés. Il y aura aussi tout un travail qui sera fait sur l'identification des secteurs qui génèrent le plus de cas de désinsertion professionnelle, le plus d'inaptitude. Donc, on travaille vraiment sur les deux volets. Et aujourd'hui, vous avez eu beaucoup de cas traités? On en a... C'est pas moi la coordinatrice de la cellule, c'est Dr Gouzi qui est chargé. 70. À peu près 70. Depuis la mise en place. Oui, ça ne fonctionne pas depuis très très longtemps, mais on a une quinzaine de dossiers, entre 10 et 15 dossiers à chaque fois. Et il y a des réunions qui sont organisées à peu près tous les 6 semaines. Donc, il y a un certain nombre de dossiers déjà qui... Et encore, en fait, la désinsertion, la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est pas que ça. Au sein de la cellule, on va traiter que les dossiers très compliqués qui nécessitent la présence de tous les partenaires. Mais il y a des dossiers qui sont traités en direct par le médecin du travail référent du dossier avec le partenaire, que ce soit Cap Emploi ou le service social de la CARSAT. Parfois, ça ne nécessite pas la présentation du dossier en cellule pluridisciplinaire, ça se fait en individuel. Mais ce sont toujours des actions qui rentrent dans cette catégorie PDP. D'accord. Oui, en fait, ce rôle de lutte contre la désinsertion professionnelle, sous votre contrôle, il est déjà assuré, il est toujours été assuré par le médecin du travail. On le faisait toujours pas dans la même forme. Mais là, la loi vous impose de le faire de manière structurée, en relation structurée avec des partenaires, de manière surtout à pouvoir mobiliser des moyens également et un certain nombre d'outils bien spécifiques. Enfin, je parle sous le contrôle du docteur Simpian, mais globalement, c'est ça. C'est de structurer, d'organiser avec des partenaires et des moyens particuliers, toujours dans la logique de lutte contre le risque de désinsertion professionnelle. Mais si je peux me permettre, cette logique, elle est d'autant plus importante que du fait de l'allongement des carrières des collaborateurs, le risque va être d'autant plus avéré. Donc, on est bien évidemment sur un outil en amont qui risque d'être de plus en plus utilisé parce que le risque va être de plus en plus important. Soyons très clairs, dès lors que l'on reporte l'âge de départ à la retraite de 2 ans, par définition, le risque de désinsertion va être d'autant plus accru. Ça me paraît être une évidence, mais
c'est mieux de le redire. Voilà. Donc, cette cellule disciplinaire, elle est mise en place aujourd'hui, elle fonctionne et elle peut être saisie par les employeurs, on est bien d'accord? Oui, elle pourrait être saisie par les employeurs. Après, le plus souvent, en pratique, l'employeur va adresser le salarié au médecin du travail et après, c'est le médecin du travail qui fera le signalement, qui va envoyer, c'est ce qu'on appelle nous en interne, une fiche de liaison à nos partenaires. D'accord. Et quels sont les moyens qui peuvent être mobilisés? C'est des moyens matériels? C'est globalement? Ce sont des compétences très variées, sont des moyens matériels. D'accord. Il y a un partenariat aussi avec la Ligue contre le cancer, il y a une psychologue du travail, avec Pôle emploi. Donc, c'est vraiment une approche pluridisciplinaire. D'accord, qui va ensuite revenir auprès de l'employeur et revenir auprès du salarié pour essayer de l'accompagner, on est d'accord. Je pose la question parce que entre la théorie et la pratique, c'est toujours intéressant. Voilà. Encore une fois, il y a soit l'accompagnement individuel, soit collectif. Il y a des sensibilisations et informations qui seront faites auprès des entreprises, auprès des adhérents. Également. Donc ça, cette cellule fonctionne, elle est mise en place et donc vous, adhérents qui pouvez m'entendre, savoir que voilà, vous avez toujours possibilité de revenir auprès du service santé au travail. Ça fait bien évidemment partie de l'offre de prestations de base, ça fait partie bien évidemment de l'accompagnement des entreprises, notamment sur toutes les actions de sensibilisation, mais également sur les problématiques particulières que peuvent rencontrer les entreprises. Il faut savoir également qu'en complément de ces actions, a été mis en place de nouveaux outils, qui existaient jusqu'à présent mais qui ont été étendus. Le premier, c'est la convention de rééducation professionnelle, alors qui est un outil bien particulier, très peu utilisé aujourd'hui, mais qui est à peu près le suivant. Techniquement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est quoi? Jusqu'à présent, c'était réservé aux travailleurs dits handicapés. À partir du 31 mars 2022, tous les salariés peuvent se voir proposer par la CPM en relation avec les services de santé au travail et avec l'accord du salarié, ce que l'on appelle une convention de rééducation professionnelle. Ce qui veut dire qu'à l'issue de son arrêt de travail, on va avoir une intégration du collaborateur, soit dans son ancienne entreprise, soit d'une entreprise tierce avec une convention de mise à disposition, pour réadapter le salarié à un poste de travail en le formant et en l'accompagnant. Cette convention de rééducation professionnelle, elle va être cofinancée, c'est-à-dire que le salarié va percevoir pendant la durée de la convention, maximum 18 mois, le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, et l'employeur qui va, entre guillemets, employer le salarié, va compléter ses indemnités journalières de sécurité sociale. On est dans un cadre où le salarié n'est plus en arrêt de travail. C'est-à-dire que le salarié est au terme de la période d'arrêt de travail, mais comme il y a un risque d'inaptitude sur son poste de travail, on change de logique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une logique d'aptitude ou d'inaptitude, mais on le réintègre dans un cursus qui va lui permettre de se former ou d'être tutoré sur un autre poste de travail, soit dans son entreprise initiale, soit dans une autre entreprise. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une convention qui va être conclue entre le salarié, l'employeur et l'assurance maladie. Il va prévoir tout le dispositif et notamment le financement du dispositif. La durée, c'est maximum 18 mois. Et au terme de la durée, on va apprécier si le salarié est apte sur le poste sur lequel il a été formé et rééduqué, entre guillemets, même si le terme n'était pas très joli, et on va vérifier si le salarié peut reprendre ce poste-là. Donc, c'est un outil qui va permettre effectivement d'éviter que le salarié se trouve confronté à une inaptitude de manière à le repositionner sur un poste de travail. Alors, ce n'est pas un outil, à ma connaissance, très fortement utilisé. D'abord parce que ça suppose que tout le monde soit d'accord, CPM, salarié et entreprise, que par ailleurs, on accepte de mobiliser un certain nombre de moyens pour mettre en place ces conventions. Mais il n'est pas impossible que dans la logique du travail de la cellule pluridisciplinaire, ça puisse être fait et proposé notamment aux entreprises et aux salariés. Il y a également un deuxième outil qui, lui, par contre, était déjà connu et qui me paraît, moi, personnellement, plus efficace, c'est l'essai encadré. Alors là, la logique est un petit peu différente. La logique, elle est qu'un salarié, avant le terme de son arrêt de travail, c'est-à-dire qu'avant qu'il soit en situation de reprise, eh bien, il va revenir dans son entreprise pour une durée très limitée, 14 jours et 28 jours maximum, pour faire un essai sur son ancien poste de travail ou sur un nouveau poste de travail. Alors, bien évidemment, là, vous comprenez l'intérêt de l'outil. C'est plutôt que de s'être confronté à une inaptitude ou à l'obligation d'adapter son poste de travail, on va essayer avec le salarié de le repositionner sur un poste pour essayer, pour voir si ça fonctionne en termes de compétences, mais aussi d'aptitude et principalement d'aptitude médicale. Pendant cet essai encadré, le salarié est toujours à l'arrêt de travail, parce que ça veut dire que l'arrêt de travail n'est pas échu,
Il y a une convention qui va également être signée entre la CPAM, le salarié et l'entreprise. Et là, le salarié est indemnisé uniquement avec le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale. L'employeur ne participe pas au financement de l'essai encadré. Donc, c'est un outil qui me paraît être un outil particulièrement pertinent et utile pour les entreprises et pour les salariés. Et c'est dommage, c'est un outil qui est très peu connu à ma connaissance et qui est encore très peu utilisé. Docteur? Alors, pour l'essai encadré, on l'utilise beaucoup plus. Mais sur les deux dispositifs, on comprend bien que la visite des pré-reprises, elle prend tout son sens. Bien sûr. Parce que tout ça, ça peut s'organiser suite à une visite des pré-reprises. Oui. Aider après de présentation du dossier éventuellement en cellule PDP. Oui. Puisque les dispositifs, généralement, de mon expérience, se mettent en place avec le service social de la CARSAT et avec le service médical CPAM. Donc, mais tout est logique. C'est vous, employeur, vous devez informer les salariés qui peuvent passer une visite de pré-reprise. Si le salarié passe une visite de pré-reprise, ça permet d'envisager pour le médecin du travail éventuellement la mise en place d'un essai encadré. On va travailler avec la cellule pluridisciplinaire de lutte contre la désinsertion professionnelle. On va en conséquence revenir auprès de la CPAM, mais également auprès de l'employeur pour voir si on peut mettre en place cet essai encadré. Et donc, tout s'enchaîne en logique quand on regarde la loi. Quand on apprend petit bout par petit bout, ce sont des outils séparés. Mais en fait, quand on essaye de faire une analyse de cohérence, on s'aperçoit que tout s'imbrique, tout peut être parfaitement cohérent, notamment dans le suivi du salarié. Ça, c'était l'ensemble, on va dire, des missions générales des services de santé au travail, une présentation. À titre complémentaire et en 2 minutes, et ensuite, si vous le souhaitez, on pourra répondre à vos questions. Il y en a peut-être. Je regarde le coordinateur, M. Issartel, à ce sujet-là. Il faut savoir que dans la loi, il y a également, bien évidemment, un renforcement sur l'obligation au titre du document unique d'évaluation des risques professionnels. Globalement, ce document existe depuis aujourd'hui un certain nombre d'années, avec un constat fait par le législateur, c'est que le document unique d'évaluation des risques qui est censé recenser l'ensemble des risques professionnels et les mesures mises en œuvre afin de pallier à ces risques, était existant ou inexistant et peu réactualisé. Aujourd'hui, nous avons dans la loi une obligation de réactualiser périodiquement ce document, et quand je dis périodiquement, c'est 1 année. Donc, vous allez devoir réactualiser, vous, entreprise, le document tous les ans, étant précisé que l'actualisation va se faire avec une obligation de consultation du comité social et économique, avec une obligation d'évaluer les risques et de mesurer les mesures de prévention et d'organiser les mesures palliatives que vous allez devoir mettre en place. Et ça va être maintenant une obligation. Le service de santé au travail devient également un de vos interlocuteurs au titre de ce document unique d'évaluation des risques. Pourquoi? Parce que l'entreprise, quand elle va réactualiser le document unique d'évaluation des risques, va devoir revenir vers le service de santé au travail pour demander l'avis du service de santé au travail sur le contenu du document unique et sur les mesures mises en œuvre pour éventuellement pallier aux risques qui ont été recensés. Donc j'imagine que vous êtes fréquemment consulté aujourd'hui. De plus en plus. De plus en plus. Et alors, quel est votre travail quand on vous soumet un document unique d'évaluation des risques? Vous faites quoi? Vous le rapprochez de la fiche d'entreprise et ensuite... Les 2 documents, effectivement, sont superposables. Après, ce document concerne plus nos conseillers en prévention. Sont eux qui sont charge de l'analyse du document et sont eux qui, ayant connaissance des risques de l'entreprise, vont proposer, vont conseiller l'employeur sur les mesures à mettre en place. C'est souvent Et la réponse, elle est faite par qui? Par le médecin du travail ou par conjointement, par les 2. D'accord. Alors, sachez que vous, entreprise adhérente, vous devez revenir auprès de vos services, du service de médecine du travail pour leur soumettre le document d'évaluation des risques. Et donc, c'est normal que vous soyez de plus en plus saisis sur l'actualisation de ce document unique d'évaluation des risques. Étant précisé par ailleurs que dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés, maintenant, le document unique d'évaluation des risques, une fois qu'il a été élaboré, qu'il a été réactualisé tous les ans, que le CSE a été consulté, que préalablement j'ai demandé l'avis du service de prévention en santé au travail, eh bien, il va falloir que je mette en place
un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. D'où l'intérêt, bien évidemment, de consulter les médecins du travail. Et là, je vais devoir, dans les entreprises de plus de 50 salariés, fixer la liste des mesures que je vais mettre en œuvre dans l'année à venir pour prévenir les risques existants, parce que par définition, dans notre document unique d'évaluation des risques, on évalue les risques, donc on met en place un certain nombre de mesures, on fixe des indicateurs de résultats, on identifie les ressources qui vont être mobilisées et on prévoit le calendrier de mise en œuvre des mesures palliatives. Et comme le médecin du travail a vocation à être de plus en plus présent dans l'entreprise, je crois que c'est légitime qu'il soit donc un des acteurs de ce document unique d'évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels. Les obligations sont plus légères, entre guillemets, pour les entreprises de moins de 50 salariés, où l'obligation de mettre en place un programme annuel de prévention est, on va dire, légèrement allégée. Pourquoi? Parce que dans ces entreprises, il suffit que je définisse des actions de prévention, mais je n'ai pas l'obligation de créer un calendrier, un cadencement et de mobiliser des mesures particulières. Et dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas de consultation non plus du comité social et économique sur le document unique d'évaluation des risques. Voilà, parce que c'est important quand même que vous connaissiez ça. Et puis par ailleurs, sachez-le, du fait de la loi, vous allez maintenant devoir conserver le document unique d'évaluation des risques pendant 40 ans, dans toutes ses versions actualisées. Et par ailleurs, le document unique d'évaluation des risques va devoir être publié sur un site national. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet 2023, pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 150 personnes, et à partir du 1er juillet 2024, il va falloir que le document soit télétransmis, comme on transmet les accords d'entreprise, comme on transmet les PV des élections, sur un site spécifique dédié. Et bien évidemment, la transmission générera la conservation, et la conservation permettra à tout collaborateur, présent ou ancien, à venir consulter les anciens documents uniques d'évaluation des risques pour vérifier si l'entreprise a bien analysé les risques professionnels et surtout mis en œuvre les mesures de prévention adaptées. Alors, je sais bien que c'est extrêmement contraignant, mais j'en ai parfaitement conscience, mais c'est à présent les nouvelles dispositions de la loi à ce sujet-là. Une précision là-dessus? Non. Nous sommes de plus en plus sollicités par les entreprises, surtout celles qui n'ont pas encore un document d'évaluation pour la réalisation du document. Bien sûr. Et il y a quelques entreprises qui, malheureusement, n'ont pas encore de document unique. Alors là, par contre, je prends ma casquette de conseil d'entreprise. Que vous soyez, quel que soit votre effectif aujourd'hui, entreprise, vous ne pouvez plus vous offrir la possibilité de ne pas avoir de document unique. C'est-à-dire que vous devez tous et toutes avoir un document unique d'évaluation des risques. Si vous ne l'avez pas, les risques sont multiples. D'abord, c'est nature à engager votre responsabilité. Et l'inspecteur du travail n'hésitera pas à vous le rappeler. Et malheureusement, s'il se produit un accident ou si votre activité génère des maladies professionnelles, votre responsabilité civile et pénale pourra également être engagée au simple fait que le document unique d'évaluation des risques n'existait pas. Et j'ai déjà eu malheureusement à devoir subir ce genre de difficultés chez certains de mes clients. Donc soyez très vigilants par rapport à cette situation. Voilà tout ce que l'on voulait vous dire dans le laps de temps qui nous était consacré, mais il nous reste un petit quart d'heure, si vous le souhaitez, pour éventuellement prendre les questions qui ont pu être posées, si tant est que nous ayons les réponses à ces questions. Voilà. Alors on va regarder. Alors, je les ai sous les yeux également. Et, très bien. Je les ai sous les yeux. Alors, j'ai une première question qui est le salarié peut-il contacter directement la médecine du travail s'il ne souhaite pas avertir son employeur? La réponse aujourd'hui, elle est non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié qui veut contacter la médecine du travail doit passer directement auprès de son employeur. Alors, je vois que le docteur Simpéan sourit parce qu'effectivement, ce n'était pas le cas avant et ça pose d'autres difficultés. On est d'accord, docteur? Point de vue déontologique, pour nous, c'est extrêmement difficile de refuser une visite médicale qui est demandée par le salarié, mais ça nous arrive actuellement. Hein, on est censé respecter la loi. Donc, effectivement, on ne les reçoit pas. Oui. Tant qu'ils n'ont pas fait les démarches auprès de leur employeur. C'est ça. Visite de pré-reprise qui peut... Sauf la visite de pré-reprise. Sauf la visite de pré-reprise, mais celle-ci ne rentre pas dans la catégorie des visites occasionnelles demandées par le salarié. J'ai une autre question. Si le salarié a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou une pension d'invalidité, ne doit-il pas être vu avant sa prise de poste, docteur? Oui. Et c'est une obligation, hein? Non, pas le travailleur handicapé. Il me semble qu'il doit être vu dans les 3 mois qui suivent l'embauche. Si je ne me trompe pas, le handicapé, je pense que c'est ça.
Je ne sais plus. Bah, je vais Je sais plus. j'essaie de vérifier. Je sais plus. Mais il me semble que c'est Voilà. Alors, autre question auquel je peux répondre en attendant la réponse. Est-ce que lorsque le salarié qui est en arrêt vient dans l'entreprise pour une étude de son poste de travail, cela est considéré comme une visite de liaison? La réponse, elle est non. C'est-à-dire que l'étude sur le poste de travail, ce n'est pas une visite de liaison. Donc, non, là, ça ne correspond pas à une visite de liaison. La visite de liaison, c'est vraiment une visite particulière, totalement dissociée de l'étude sur le poste de travail. Alors, par contre, j'ai quand même une question. Les études sur le poste de travail, docteur, vous le faites en présence des salariés? Ça dépend. Si le D'accord. salarié est sur le lieu de travail, oui. Si on le fait dans le cadre de la procédure d'inaptitude, souvent, il n'est pas sur le lieu de Il n'y a pas travail. d'obligation que le salarié vienne pour les analyses de poste de travail, par ma connaissance. Alors, quand il est en activité, quand il n'est pas en arrêt, c'est toujours intéressant d'avoir le salarié aussi pour exposer lui-même les difficultés éventuelles liées à son activité. Mais Ouais. si c'est dans le cadre de la procédure d'inaptitude, là, on n'a pas le choix, on le fait sans salarié. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas un rendez-vous de liaison, ça c'est bien clair. J'ai une autre question, c'est qui est à l'initiative de cette visite de mi-carrière? Bien, je me retourne vers le service de santé au travail. Moi, je considère que le service de santé au travail est à l'initiative de la visite de mi-carrière. Oui, en sachant que ça nous arrive aussi de faire cette visite en même temps qu'une visite périodique qui va survenir dans les 2 années qui précèdent la 45e année du salarié. D'accord. Est-ce à l'employeur de demander une visite de mi-carrière? Alors, j'ai bien dit non. Ou bien si le salarié de plus de 43 ans a rendez-vous à une visite périodique, c'est ce que vous avez dit. Oui. Celle-ci sera automatiquement réalisée par le médecin en même temps. On est d'accord? Que la visite périodique. Oui, on est d'accord. La visite de mi-carrière est à l'initiative de l'employeur. Pour avoir répondu. Alors, quel type, la question qui est posée, c'est quel type d'action peut proposer la cellule de lutte contre la désinsertion professionnelle? Alors, vous avez... J'ai partiellement répondu. Il y a l'intervention au niveau collectif sur tout ce qui est sensibilisation, information des salariés et des adhérents des chefs d'entreprise. Et à titre individuel, enfin, les actions sont variées. Alors, c'est soit la visite des pré-reprises qui nous permet de préparer le retour dans l'entreprise, soit lors de la visite de reprise, on fait une étude des postes et on propose des aménagements de transformation du poste qui permettent le maintien en emploi du salarié. Soit lors d'une visite classique, ça rentre aussi dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. On peut avoir une discussion avec le salarié, on constate des difficultés, des problématiques de santé qui sont liées à l'activité professionnelle. On signale au salarié que, quoi qu'il en soit, il ne pourra pas tenir le même poste, la même activité jusqu'à la retraite. Et on essaie de l'orienter vers une reconversion professionnelle, de se projeter un peu, d'avoir un autre projet. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, cet accompagnement dans le cadre de la prévention de la désinsertion. D'accord. Alors, question, mais je vous l'adresse, docteur. Oui. Avez-vous un contact avec la CARSAT qui peut être mobilisée par l'employeur pour la désinsertion? Bien sûr, le service social de la CARSAT fait partie de nos partenaires. D'accord. Et après, avec la CARSAT, la branche prévention des risques, on en a aussi des réunions régulièrement. On identifie les entreprises qui génèrent pratiquement le plus des troubles musculo-squelettiques, par exemple, c'est un des exemples. Et on va proposer des actions de prévention ciblées pour ce type d'entreprise. Donc, il y a un partenariat avec la CARSAT aussi. Alors, ensuite, j'ai une question qui, je pense plus, c'est une information d'une personne présente qui dit Cap Emploi, dans sa mission de service public de l'emploi, vient un partenariat avec les services de prévention en santé au travail afin d'accompagner les salariés et les employeurs au maintien dans un emploi en mobilisant tous les outils, notamment de la GFIP. Voilà. Oui, tout à fait, mais ils sont des partenaires qui participent régulièrement à nos réunions de la... La précision est apportée également et confirmée par une personne qui participait. Où faut-il déposer le DURP? Alors, le DURP, il faudra le déposer sur un site dédié, mais il y aura une adresse Internet spécifique qui n'est pas encore ouverte, d'accord? Donc, je ne l'ai pas, mais elle sera publiée prochainement. Qu'en est-il des entreprises qui ont eu une carence pour les élections? Je pense notamment pour la consultation sur le CSE. Dès lors que vous avez une carence sur les élections, vous n'avez pas consulté le CSE.
mais ça n'exclut pas que vous ayez un DURP et ça n'exclut pas que vous reveniez auprès du médecin du travail pour la consultation sur le DURP. J'ai une question, mais alors, une question qui est la CRPE est une obligation pour les employeurs. Alors CRPE, excusez-moi, là ça ne me vient pas tout de suite. CRPE. C'est le contrat, c'est pas le dispositif. Oui. Non. C'est la convention de rééducation professionnelle, excusez-moi. C'est ça, ça me revient. Non, c'est pas une obligation, l'employeur doit l'accepter. Donc, il n'y a pas d'obligation d'accepter ni l'essai encadré, ni la convention de rééducation professionnelle. Veuillez m'excuser. Le passeport prévention, le passeport prévention, il est ouvert, ça y est. Il existe, les salariés peuvent l'ouvrir depuis le 1er janvier 2023. Le passeport prévention, c'est un complément du CPF, c'est-à-dire que pour que le salarié ait un passeport prévention, il faut qu'il ait d'abord ouvert son compte CPF. Et s'il a ouvert son compte CPF, il peut ensuite ouvrir son compte, son passeport de prévention. Et il peut, en conséquence, autoriser les employeurs à y avoir accès et les employeurs pourront transmettre dans ce passeport de prévention toutes les formations que les salariés auront pu obtenir en matière de santé ou de sécurité. Alors, une autre question, mais je la renvoie Dr Simpean, qui est présent pour l'élaboration de la fiche d'entreprise. Alors, la fiche d'entreprise, elle est réalisée généralement soit par les assistantes en santé au travail, soit par nos intervenants en prévention des risques professionnels, soit par le médecin du travail. Les mises à jour sont parfois réalisées aussi par les infirmiers en santé au travail. Mais donc, il n'y a pas de présence, c'est vraiment vous qui le réalisez. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail collectif. Non, ce n'est pas un travail collectif. Il y a un intervenant qui va se déplacer dans l'entreprise, qui va observer l'activité, qui va identifier les risques auxquels les salariés sont exposés. Et après, il y a tout un travail de rédaction qui est fait. Donc, l'intervenant, c'est un intervenant en prévention des risques professionnels. Ou une assistante en santé au travail. D'accord. Et ensuite, bien évidemment, l'employeur va être présent. Généralement, il est présent. Ou le responsable de QSE est également présent, bien sûr. Un représentant de l'entreprise va accompagner l'intervenant. Question concernant les cotisations en service de médecine du travail qui se fait par tête, per capita. Comment doit-on traiter les salariés à temps partiel? Alors, les temps partiels, c'est per capita, un salarié à temps partiel, c'est une cotisation complète. Aujourd'hui, c'est clair, c'est la loi qui le dit. Et l'autre question complémentaire est les salariés multi-employeurs. Alors, sur les salariés multi-employeurs, je crois que le texte n'est pas paru encore sur la possibilité de mutualiser le coût des salariés multi-employeurs. Et je me retourne vers le texte aujourd'hui. Un salarié multi-employeur doit être affilié au titre de chacun des employeurs. Et donc, le paradoxe extrême, c'est que chacun des employeurs doit payer une cotisation. Tout à fait. On est bien d'accord. Et je crois, de mémoire, que dans le texte, il était prévu que pour certains secteurs d'activité pourrait être prévue une mutualisation des coûts. Mais je pense qu'aujourd'hui, les textes d'application de cette possibilité ne sont pas parus. Donc, en l'état des textes et à ma connaissance, un multi-employeur doit adhérer au titre de chacun de ses employeurs. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Oui, on est d'accord. Voilà. Sur les travailleurs handicapés, pour revenir à la question, alors c'est soit avant l'embauche, soit avant la fin de la période d'essai. D'accord. Travailleurs handicapés, pour la question, c'est visite avant l'embauche ou avant la fin de la période d'essai. Lorsque nous effectuons, alors je lis les questions au fur et à mesure, lorsque nous effectuons un recrutement, la personne n'évoque pas toujours son statut de travailleur handicapé. Peut-on le demander lors d'un entretien de recrutement? La réponse, elle est claire, elle est non. Ça fait partie des questions prohibées. Non seulement le salarié peut vous donner l'information, mais vous n'avez pas la capacité de le demander. C'est-à-dire que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ensuite, l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail par rapport à son handicap sera appréciée dans le cadre de la visite auprès des services de médecine du travail. Mais moi, entreprise, je ne peux pas le demander au salarié. Question interdite parce que ça renvoie à l'état de santé du salarié et il n'a pas à me donner cette information. Question suivante, j'ai un salarié en arrêt maladie depuis 9 mois, quand va-t-il revenir? Quand il va revenir, excusez-moi, il doit passer la visite de pré-reprise, mais que fait-il entre le jour présumé, il passer la visite de reprise, mais que fait-il entre le jour présumé de reprise et la visite de pré-reprise à la médecine du travail? Est-ce qu'il peut travailler? Est-il en congé? Alors, attention, la visite de pré-reprise, elle n'a jamais de caractère obligatoire. C'est une visite qui peut se passer pendant la durée de l'absence, pendant la durée de maladie. Donc, la visite de pré-reprise, elle, par définition, le salarié est toujours en arrêt de travail et
il n'y a pas de difficulté sur ses conditions d'emploi parce qu'il est toujours en arrêt maladie. Ensuite, la question qui peut se poser, qui se pose souvent, c'est que vous savez que sur les visites de reprise, elles doivent se faire dans les 8 jours suivant la date de reprise effective d'emploi du salarié. Et parfois, le service n'est pas en mesure de proposer une visite le jour de reprise. On est d'accord? Tout à fait. Voilà, on est d'accord. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, mais malheureusement. Et donc, il y a un laps de temps entre la reprise du salarié et la date à laquelle il va passer sa visite de reprise. Alors là, vous ne trouverez rien dans le texte, d'accord? Il n'y a pas de réponse à la question. La seule réponse que je peux vous donner, mais qui est une réponse plus de praticien, c'est que si on voit que le salarié est en absence de longue durée et qu'on ne peut pas avoir la visite immédiatement, moi, je conseille à mes clients de dispenser le salarié de son activité, quitte à le rémunérer sur les 2 ou 3 jours que ça va prendre, plutôt que de le voir revenir avec un risque professionnel. Donc, c'est mon conseil, d'accord? Mais tout dépend de la pathologie ou du risque, bien évidemment, encouru. J'ai un autre conseil, mais qui ne sera pas apprécié par tout le monde. Quand il y a une absence longue durée, la visite de pré-reprise, elle est fortement conseillée, Oui. puisqu'on peut déjà soupçonner qu'il y aura des difficultés à la reprise de l'activité et que peut-être un aménagement du poste ou un aménagement du temps de travail va s'avérer nécessaire. Oui, mais là, j'ai une contradiction avec vous, tout à fait. Mais moi, entreprise, je ne peux pas la demander, la visite de pré-reprise. C'est-à-dire, je ne peux qu'informer le salarié qu'il peut la demander. Donc, la difficulté, c'est que je n'ai pas le droit, moi, d'imposer la visite de pré-reprise. Mais je suis bien d'accord avec vous, parce que si j'ai une visite de pré-reprise, je sais à quoi m'attendre par rapport à la capacité du salarié à reprendre son poste de travail. Je suis d'accord. Mais par contre, je ne peux pas la demander. Non, mais après, il faut expliquer aussi aux salariés qu'effectivement, lors de la reprise, il peut y avoir des difficultés. Et que, tout à fait. Et c'est bien dans ce cas-là d'organiser un rendez-vous de liaison. Oui, aussi. Voilà. Oui. Les choses. Les 2 dispositifs bien sûr. sont nécessaires. Alors, sous quelle forme doit-on informer des obligations de visite de pré-reprise? Le texte ne le précise pas. La logique voudrait qu'on l'informe par écrit, que ce soit un courrier ou que ce soit un mail, mais la logique veut que ce soit une information écrite. Alors, j'ai une question pertinente. Alors, toutes les questions étaient pertinentes, mais celle-là, je ne l'avais pas imaginée. Notre équipe est uniquement en télétravail. Est-ce que le DUERP est nécessaire? Bonne question. Eh bien oui, Je pense que oui. Bien sûr, parce que dans le DUERP, vous n'avez pas que les conditions matérielles d'emploi, c'est-à-dire que vous n'avez pas que les locaux, l'ordinateur, vous avez tout ce qui va concerner l'environnement du travail apprécié de manière générale. Donc la réponse, madame, à votre question, c'est oui, vous devez aussi avoir un DUERP. Sauf que c'est très difficile à réaliser. Je vous raconte. Bien sûr, parce que ça va prendre en compte un environnement que vous ne connaissez pas. On est bien d'accord. Les dirigeants d'entreprise peuvent dorénavant bénéficier d'un suivi médical moyennant une cotisation. Faut-il les inscrire dans les effectifs? Oui, s'ils sont d'accord. C'est-à-dire qu'attention, ça suppose un volontariat du dirigeant. Il n'y a pas d'inscription automatique dans les effectifs. Le dirigeant peut bénéficier du suivi s'il souhaite bénéficier du suivi. C'est pas la même chose que les salariés. Les salariés, eux, ils doivent, d'accord? Le dirigeant, il peut. C'est pas la même chose. Une question, j'avais cru comprendre que la visite de pré-reprise devait passer par une demande auprès de l'entreprise et que si seulement celui-ci n'y répondait pas, le salarié pouvait la demander directement. Non, la visite de pré-reprise, c'est le salarié qui la demande directement. La visite de pré-reprise ne passe jamais par l'entreprise. Combien de temps une visite de pré-reprise est-elle valable sur un arrêt en cours? Il n'y a pas de délai, hein? On est bien d'accord, il n'y a pas de délai. Après, il faut savoir que sur les arrêts très longue durée, ça nous arrive de rencontrer le salarié plus qu'une fois. On peut les rencontrer 2 fois, 3 fois si l'arrêt est très long. Oui, ça fait qu'il peut y avoir plusieurs visites. Parce que plus la pathologie va générer un état de santé évolutif, plus il y a l'intérêt de revoir le salarié. Bien sûr. Une question auquel je n'ai pas de réponse, mais je la pose quand même. Concernant les services de santé au travail des 3 régions volontaires qui seront amenés à prescrire des arrêts de travail ou un soin nécessaire à la prévention de l'altération, les régions ont-elles d'ores et déjà été identifiées? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas et je n'ai pas vu le texte à ce titre-là.
Autre question, après un long arrêt pour notamment burn-out, l'employeur peut-il envoyer le salarié pendant son arrêt pour évoluer son aptitude au poste? Donc, j'imagine envoyer le salarié auprès du médecin du travail. Non, il ne peut pas l'envoyer auprès du médecin du travail. Il ne peut qu'inviter le salarié à solliciter une visite de pré-reprise. Et à l'issue de cette visite de pré-reprise, il n'y aura pas d'avis d'aptitude et pas d'attestation de suivi. C'est ça. Souvent, on va juste faire une fiche de recommandation qui permet à l'employeur d'adapter éventuellement le poste de travail ou de préparer le retour du salarié. Mais il n'y aura pas d'avis d'aptitude rendu suite à cette visite de pré-reprise. Il y aura uniquement des préconisations qui seront envoyées à l'employeur si le salarié est d'accord. Si il est d'accord. On les envoie seulement avec l'accord du salarié. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner si on apprend qu'il y a eu une visite de pré-reprise, mais qui n'a pas donné lieu à une fiche de recommandation ou à des préconisations. Puisque le salarié est dans son droit de refuser l'envoi des préconisations. Autre question, si j'ai bien compris, le dossier médical partagé est accessible aux médecins du travail, mais pas aux infirmiers, aux infirmières, oui. Ce sera que le médecin du travail qui pourra avoir le DMP, dossier médical partagé. Voilà, c'est le seul qui aura accès à ce dossier sera le médecin du travail. Mais il ne faut pas confondre le dossier médical partagé avec le dossier en santé au travail. Oui, le dossier en santé au travail qui est tenu par le service de santé au travail, lui, est accessible aux infirmiers. Alors, il y a, enfin, l'accès, il est adapté à l'intervenant. D'accord. Il y aura, sur la partie médicale, c'est seulement le médecin et l'infirmier qui aura accès. Bien sûr. Qui auront accès. Je poursuis. Au bout de 4 ans, doit-on, en tant qu'employeur, réinterpeller le service de prévention en santé au travail pour la mise à jour de la fiche d'entreprise? À mon sens, non, c'est automatique. Oui, c'est automatique, effectivement. La législation prévoit une remise à jour. Ça fait partie de nos obligations. Parfait. Pour une fois que ça fait partie des obligations, pour une fois que ça fait partie des obligations de l'entreprise, voilà, on est bien d'accord. On va s'arrêter, oui. Alors, je prends des questions. Je suis obligé de faire un tri, veuillez m'excuser. Alors, on revient sur le handicap. Je pense que c'est la même personne qui me dit, mais de fait, si je ne peux pas le demander, travailleur handicapé, je ne peux pas effectuer une déclaration adaptée à la SLST et un suivi renforcé. Comment faire? Ça veut dire que le salarié sera vu dans le cadre d'une visite d'information et de prévention, et c'est le salarié qui donnera l'information au service de santé au travail. Et éventuellement, vous ne le saurez pas, vous ne le saurez pas. Si un salarié est actuellement, allez, c'est ma dernière question. Si un salarié est actuellement en arrêt maladie de longue durée et qu'il a été déclaré en invalidité catégorie 2, pouvons-nous contacter la médecine du travail pour impulser la visite médicale de pré-reprise? Non. Déjà, la visite médicale de pré-reprise, je ne vois pas forcément l'intérêt. On peut éventuellement l'effectuer, mais l'invalidité catégorie 2, surtout, implique une incapacité du salarié à tenir un poste quelconque, quel que soit le type d'activité, quel que soit le poste. Donc, ça veut dire que sa capacité de travail est très, très réduite, et ce qui implique habituellement une inaptitude totale. Mais je ne dirais pas un non absolu, hein. Pourquoi pas? Voilà. Je crois qu'on a répondu à beaucoup de questions. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Un mot, docteur, ou non plus? Juste qu'on reste à disposition de nos adhérents et qu'il ne faut pas hésiter à interroger le médecin du travail pour tout type de problématiques, que ça soit lié au type de suivi, aux actions de prévention primaire, actions collectives ou individuelles sur la PDP. C'est l'interlocuteur privilégié. Exactement, votre équipe disciplinaire, pluridisciplinaire est à votre disposition. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Je voulais remercier Maître Garcia de s'être prêté à l'exercice de vous présenter la loi du 2 août dans pas mal de détails. Donc, je pense que pour beaucoup, ça aurait été riche d'informations. On mettra à disposition le replay de la présentation pour ceux qui auraient raté le début ou qui auraient pas pu suivre l'intégralité. Et on vous fera passer une partie des éléments de la présentation dans un mail. J'ai le mail de tous les participants, donc je vous aurai un petit récapitulatif de l'ensemble.
Merci à tous d'être, voilà, de tous ceux qui ont pu être là, de vous être inscrits et d'être venus nous écouter. Et puis, voilà, c'est un webinaire qui en appelle d'autres. Donc, voilà, vous serez informés des prochaines infos, voilà, des prochains événements dans cet esprit-là. Merci beaucoup. Merci. Et au revoir à tous. Au revoir, bonne soirée, bon week-end à Bon tous. week-end. Au revoir.